Salut à tous, c'est votre coach conduite. On est là aujourd'hui pour un nouveau test. Donc cette fois, on ne va pas travailler par thème. On va travailler un test, un examen blanc. On va en faire les 20 premières questions. Donc toujours le même système, attrapez un papier, un stylo, vous faites votre test, vous mettez vos réponses et on corrige ensemble. Je vous donne l'explication, les exceptions, pour que vous puissiez comprendre les erreurs que vous avez faites. Voilà, je vous laisse attraper votre stylo et votre papier. N'oubliez pas aussi de cocher la petite cloche pour vous abonner et recevoir un petit peu toutes les informations sur les nouveaux tests qui vont arriver. Alors, si c'est bon pour vous, on va démarrer avec la première question. C'est parti. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, première question du dépassement. Donc, toujours même système. Quand on veut dépasser, deux questions à se poser. 1. Est-ce que la règle m'y autorise? Donc, il faut observer la situation. On voit ici qu'on a une ligne discontinue, donc qui nous autorise le dépassement. On voit aussi de l'autre côté qu'on a une ligne continue qui nous indique donc qu'on est en sens unique et que personne ne peut arriver en face. Donc ça, c'est la règle. Oui, elle nous autorise à dépasser. Maintenant, il faut qu'on regarde la situation. Et là, la situation, quand on regarde dans notre rétroviseur, on voit qu'il y a des véhicules qui sont déjà sur la voie de gauche, qui sont pas loin et qui sont certainement en train de nous dépasser. Donc, on va devoir attendre qu'ils soient passés pour pouvoir le faire. Donc, est-ce que je vais pouvoir dépasser? Non. La situation ne me le permet pas. Donc, réponse B. Question 2. Responsable d'un accident, j'ai été blessé. Ma responsabilité civile couvre mes dommages corporels? Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes dommages matériels? Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, on parle d'assurance. Donc, responsable d'un accident, j'ai été blessé, ma responsabilité civile, est-ce qu'elle me couvre ou pas? Alors, responsabilité civile, vous en avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle un peu plus communément être assuré au tiers. Au tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va couvrir les dégâts que vous allez causer chez l'autre accidenté. C'est indispensable et obligatoire, vous ne pouvez pas conduire si votre véhicule n'est pas assuré au minimum au tiers. Pourquoi au tiers? Parce que si en face, par exemple, il y a un blessé corporel, il peut y avoir beaucoup de dégâts et vous pouvez être amené à payer toute votre vie, voire aller en prison si vous n'êtes pas assuré. Donc, la responsabilité civile, elle couvre les dégâts, mais pour l'autre accidenté, pas pour vous. Donc, vos dommages corporels, si vous en avez, ce sera à vos frais, et les dommages matériels, pareil, ce sera à vos frais. Donc, la réponse, c'était B et D. Et on va en profiter en plus pour parler un petit peu d'accidentologie, pour savoir comment ça se passe, et notamment chez les jeunes. Donc je voulais vous montrer un petit peu ces chiffres, là où on a à qui arrivent les accidents. On a deux tableaux. Le premier, c'est la répartition du nombre de tués par tranche d'âge. Donc on voit que là, en orange, les 18-24 ans représentent 21% des accidentés. 29%, ce sont les 25-44. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que si on regarde la répartition de la population, on se rend compte que les 18-24 ans, ça ne constitue que 9% de la population. Donc en fait, sur toute la population, les seuls 9% des 18-24 correspondent à 21% des accidents. C'est énorme, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et il faut essayer de lutter contre ça. C'est pour ça que sur le code de la route, on insiste beaucoup sur la sécurité. C'est pour ça qu'on insiste sur les règles qu'il faut connaître et surtout avoir la bonne attitude et la bonne perception. Donc c'est important pour que vous ayez votre code, déjà d'une part, parce que pour avoir votre code, il va falloir que vous montriez que vous êtes quelqu'un de prudent, que vous faites attention et que vous pouvez avoir le droit d'aller continuer à apprendre à conduire sur la route, mais avec des bases de sécurité qui sont importantes. Donc voilà, c'était juste un petit mot sur la sécurité, sur l'accidentologie.
On continue avec la question 3. Question 3. J'ai perdu une de mes lentilles. Je peux continuer ma route avec mes lunettes de secours. Réponse A. Avec des lunettes de soleil non correctrices. Réponse B. Sans lentilles ni lunettes. Réponse C. Ok, alors là aussi avec un peu de logique on s'en sort. Vous voyez que là Monsieur Code il vous prend pas en traître, il vous montre bien, là c'est le permis de conduire, et à l'arrière on voit bien qu'il a été noté que pour conduire, cette conductrice a obligatoirement besoin de son dispositif de correction. Donc il faut savoir que quand vous passerez votre permis, si vous avez besoin de vos lunettes ou de vos lentilles, vous devez le signaler, et par contre ce sera noté sur votre permis, et à chaque fois que vous conduirez, vous devrez avoir vos lunettes. Donc là, est-ce que je peux conduire avec mes lunettes de secours? Bah, si j'ai une paire dans la voiture, oui. Est-ce que je peux conduire avec des lunettes de soleil qui ne sont pas correctrices? Non, ça n'a aucun sens. Sans lentilles, sans lunettes, sans rien, non plus, puisque c'est noté sur mon permis et j'ai besoin de les avoir avec moi. Donc là, il fallait répondre la réponse A. Question 4. L'arrêt est interdit entre les deux panneaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le deuxième panneau, oui, réponse C. Non, réponse D. Ok. Alors, une petite question avec un panneau de stationnement. Donc l'arrêt est interdit entre les deux panneaux. Donc vous voyez bien que là, Monsieur Code, il essaye de semer le doute. Donc ce panneau-là nous indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Ok? On voit bien que là, il y a un accotement, mais que l'accotement est trop petit, c'est-à-dire que si on s'arrêtait et encore moins on stationnait, on gênerait forcément les véhicules qui viennent derrière et qui seraient obligés de faire un dépassement dangereux puisque c'est une ligne de dissuasion. Ok. Ensuite, le panneau qui est là, c'est un panneau de fin d'interdiction. Fin d'interdiction de quoi? De dépasser, par exemple. Fin d'interdiction de limitation de vitesse. Mais en aucun cas, ce panneau concerne le stationnement. Ok? Donc ça, c'est une autre information. Et celle-ci, c'est une information sur le stationnement. Donc à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection, toujours, les panneaux de stationnement, ils sont valables à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Sauf si on a un panonceau, bien sûr, avec la flèche vers le haut ou vers le bas. Mais on aura l'occasion de le revoir. Donc l'arrêt est interdit entre les deux panneaux, oui, bien sûr. Après le deuxième panneau, oui, toujours. Il sera interdit jusqu'à la prochaine intersection. Et en gros, Monsieur Code, là, vous voulez savoir si vous saviez que ce panneau-là ne concernait pas le stationnement. Il concerne le dépassement, il concerne la limitation de vitesse, mais pas le stationnement. Donc réponse, l'arrêt est interdit entre les deux panneaux, oui. Après le deuxième panneau, oui. Donc A et C. Question 5. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Allez, question facile, on en a déjà parlé, le code de la route c'est 40 questions, vous avez une trentaine de questions qui est plutôt simple, ce que j'appelle simple, c'est celle-ci, donc une situation claire, il n'y a pas de panneau, pas de signalisation, il y a un passage piéton, elle est engagée, elle est prioritaire, est-ce que je passe, est-ce que je m'arrête? Bien sûr je m'arrête avec la réponse B. Donc les 30 qui sont plutôt simples, ce sont celles-ci, il faut essayer de ne pas perdre de joker sur ça. Essayez d'y répondre simplement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien de bizarre ou dont il faudrait se méfier. On répond simplement, comme ça on ne perd pas de joker, et quand on arrive dans les 10 questions qui sont un petit peu plus délicates, on a le droit de se tromper 5 fois. Donc ça donne quand même de belles perspectives pour réussir à avoir son examen. Donc là, je m'arrête. Réponse B. Question 6.
La distance de sécurité est suffisante? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, nous voici dans un tunnel. Distance de sécurité suffisante. Alors, vous savez, dans les tunnels, il y a des distances de sécurité qui sont bien particulières, qui sont un peu plus accentuées que lorsqu'on n'est pas dans un tunnel. Pourquoi? Parce qu'en cas d'accident, en cas d'incendie, ce qu'on veut surtout éviter, c'est qu'un véhicule prenne feu et qu'il contamine les autres aussi, et du coup se retrouver avec plusieurs véhicules en feu. Donc pour ça, il y a un moyen qui a été mis en place. Vous voyez sur le côté, vous avez des diodes bleues. Donc ça correspond, l'écart entre les deux, à l'espacement, à la distance de sécurité qu'il doit y avoir avec le véhicule qui est devant. Donc là, on voit bien qu'on n'est même pas encore à hauteur des premières diodes et que le véhicule qui est devant nous, le véhicule vert, lui est à hauteur des diodes bleues. Donc on a bien le bon espace, on en a même un peu plus. Donc notre distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Question 7. Je peux klaxonner brièvement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on nous demande si on peut klaxonner brièvement. Donc, on rappelle la règle. Là, on est en agglomération. En agglomération, en ville, il est interdit de klaxonner, sauf cas de danger immédiat. Ce qui n'est pas le cas hors agglomération. C'est une particularité des agglomérations parce qu'il y a des habitations, parce qu'il y a beaucoup de monde qui y vit, et forcément, si tout le monde se met à klaxonner, ça deviendrait invivable et insupportable. Donc là, est-ce que si on le klaxonne, on a un cas de danger immédiat? On voit bien qu'il a ses feux de recul qui sont activés, ça veut dire qu'il est en mouvement. On voit bien aussi que sa visibilité est très réduite et qu'il ne voit pas beaucoup. Ces situations en conduite, vous les aurez souvent, notamment quand vous serez avec votre moniteur aussi. Donc klaxonner brièvement, ça ne veut pas dire lui faire un reproche, ça ne veut pas dire l'engueuler ou quoi que ce soit, c'est juste lui signifier qu'on est là, qu'on est présent. Un petit coup de klaxon, lui nous entend et il s'arrête, parce qu'il n'a pas forcément la bonne visibilité. Et quand vous êtes dans cette situation-là, en général, et que vous sortez de votre stationnement, vous reculez tout doucement jusqu'à ce que votre visibilité soit bonne et vous êtes à l'écoute pour voir s'il n'y a pas un autre automobiliste qui se manifeste en klaxonnant. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous devez vous arrêter. Donc, est-ce que je peux klaxonner brièvement? Oui, je le peux. Réponse A. Donc, bien différencier le klaxon de cas de danger immédiat, mais le klaxon peut aussi être utilisé pour de la communication, tout simplement. Comme quand vous êtes hors agglomération et que vous êtes en montagne et que vous êtes dans des rues, une route étroite et sinueuse, si vous ne voyez pas dans le virage les véhicules qui arrivent, parfois on peut klaxonner pour signifier qu'on est là, et si un véhicule arrive en face, qu'il se serve de côté pour que le passage soit plus facile. Donc là, c'est un klaxon de communication qui est autorisé. Question 8. Sur les trajets de proximité, le risque routier est le plus élevé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on est encore dans l'accidentologie et des choses importantes à savoir. Donc, en gros, là, pas trop de rapport avec la situation. Là, Monsieur Code vous demande, est-ce qu'on a plus d'accidents quand on est proche de chez soi et sur un parcours qu'on connaît, ou quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, qu'on va ailleurs ou qu'on voyage? Donc, sur les trajets de proximité, le risque routier est plus élevé, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que plus on connaît la route et parfois moins on est concentré. Et ça, c'est un risque qui est souvent... Alors, je vais vous montrer quelque chose. La répartition des tuyaux, on l'a vu. Et l'accidentologie, voilà. Donc, pour vous donner une idée, que vous le sachiez, 2/3 des accidents en agglomération et 1/3 en race campagne. D'accord? Donc, où ça se produit plus en agglo et moins en race campagne. Donc ça veut dire que quand on est en agglo, on connaît un petit peu mieux les trajets et du coup, on est un peu moins concentré et c'est là que ça amène l'accident parce qu'on est un peu en confiance.
Un tiers des tués en agglomération, 2 tiers en race campagne, et les 2 tiers des accidents corporels se produisent à moins de 15 km de son domicile. Donc ça vient bien confirmer ça. Quand on connaît la route, c'est là qu'on est un peu détendu, qu'on est en confiance, qu'on écoute la radio, qu'on discute, etc. Et c'est là qu'on peut être surpris et qu'on peut avoir des accidents. Donc il faut y être attentif. Et du coup, pour ce qui nous concerne et pour notre question, c'est sur les trajets de proximité que le risque routier est plus élevé. Oui, réponse A. Question 9. Je pourrais prendre un repas à 300 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du carburant à 50 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, panneaux à fond bleu, on se trouve sur un réseau autoroutier. Donc, les panneaux, ils se lisent toujours de haut en bas. Donc, première information, on nous dit que là, l'aire qui arrive là, elle s'appelle l'aire de Sauge, qu'elle est à 300 mètres. Qu'on va y trouver de l'essence, qu'on va pouvoir y manger et qu'on va pouvoir y boire un café. Et que la prochaine qu'on rencontrera, elle sera à 50 km. Ok ? Donc pourquoi ces informations-là ? Parce que quand vous voyagez, des fois vous avez besoin de mettre de l'essence, il faut que vous sachiez s'il y en a ou pas. Là, l'information des 50 km pour la prochaine, elle est importante aussi. Parce que si vous commencez à être en manque d'essence, il faut que vous sachiez si vous devez vous arrêter pour faire le plein ou si vous avez le temps d'attendre la prochaine station-service. Donc de savoir que si vous ratez celle-là, dans 50 km sera la prochaine, ça vous donne une idée, une estimation. Puisque je vous rappelle qu'il vous est interdit, et c'est une amende, de tomber en panne d'essence sur l'autoroute. C'est à vous de le prévoir et de ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Donc c'est pour ça qu'on vous met un certain nombre d'informations. Donc est-ce que je vais pouvoir prendre un repas à 300 mètres ? On a le symbole de la fourchette et de la cuillère, donc oui. Et à 50 mètres, est-ce qu'il y aura du carburant ? Oui aussi. Alors, pour les panneaux autoroutiers, hop, juste pour que vous le sachiez, on a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a des panneaux qui sont placés avant. Alors pourquoi avant ? Parce que on vous donne l'information de savoir où vous allez, quelle direction prendre et à combien de kilomètres c'est. Pendant, vous avez ce type de panneau en dessous qui vous permet de savoir quelle voie prendre pour aller dans la bonne direction. Et après, une fois que vous l'avez passé, soit on vous indique que vous êtes sorti des voies rapides, soit on vous indique des sections à péage. Je vous rappelle que l'autoroute, c'est un accès interdit à certains véhicules, notamment des véhicules lents, on en verra la liste. La vitesse est limitée à 130. Quand il pleut et pour les jeunes conducteurs, c'est 110. Interdiction de dépasser par la droite, bien sûr. Ligne de dissuasion, interdiction de se rabattre, mais autorisation de dépasser. Donc ça, il faudra qu'on le voit. La BAU, la bande d'arrêt d'urgence, circulation interdite. Et circulation à droite, en marche normale. Donc voilà les quelques petites règles qui sont à connaître lorsqu'on prend l'autoroute. Et donc nous, pour notre question, on était dans la réponse A et C. Question 10. Je suis arrêté à un stop. Je peux tourner à droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, pareil, ça fait partie des faciles. Il y a un stop, donc on doit s'arrêter, on doit céder le passage. Donc là, on voit bien qu'il y a un miroir, vous pouvez le rencontrer parfois, certaines fois, parce que la ligne de stop, même si vous vous y arrêtez au bon endroit, votre visibilité sera trop réduite. Donc on vous ajoute ce miroir.
faut savoir que un stop, il n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive que sur des intersections qui sont dangereuses où il y a très peu de visibilité. Donc, on vous oblige à vous arrêter. Ok ? Tout ça, c'est fait par des ingénieurs qui l'ont travaillé, spécialistes de la sécurité routière. Donc, la ligne, elle est placée au bon endroit et vous devez vous arrêter à l'aplomb de cette ligne. Et en vous arrêtant là, ça vous donne la meilleure visibilité possible pour pouvoir vous engager en toute sécurité. Mais si ce n'est pas le cas, comme là, on vous ajoute un outil supplémentaire qui est ce miroir. Donc dans le miroir, on voit bien qu'il y a des véhicules qui arrivent. Donc si je suis arrêté au stop, je ne peux pas tourner à droite ni à gauche. Il va falloir que j'attende qu'il n'y ait plus de véhicules pour pouvoir m'engager en toute sécurité. Donc réponse B et réponse D. Question 11. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, pareil, c'est dans les faciles, c'est dans la trentaine. On voit bien que là, il y a un convoi exceptionnel avec un camion qui arrive, qui est gros et volumineux. Est-ce que je ralentis? Oui, bien sûr. Est-ce que je serre à droite? Oui, bien sûr. Allez, suivante. Question 12. Je tourne à gauche. Je passe? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a nos informations. Donc, on se met sur la voie de gauche. Donc, c'est une voie de stockage qui va nous forcer à tourner à gauche. Et on est régi par le feu qui est là. Le feu, il est rouge. On n'a pas un feu supplémentaire ici qui nous indique qu'on peut tourner à gauche avec la flèche ou pas. Donc, on est obligé de suivre la réglementation de ce feu. Donc, est-ce que je tourne à gauche? Je tourne à gauche. Est-ce que je passe? Non, je passe pas. C'est rouge et je vais attendre que ce soit vert pour pouvoir y aller. Question 13. La signalisation indique que je quitte une ville où la vitesse était limitée à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, pareil, définition de panneau. Donc la signalisation indique que je quitte une ville. Là, on voit bien qu'il y a Libourne qui est barré, donc on quitte cette agglomération de Libourne. Oui, c'est vrai. Où la vitesse était limitée à 70. Non, c'est pas parce que c'est sur le même panneau que c'est le cas. On quitte Libourne où, au contraire, ça devait être limité à 50 km/h. Et surtout, le panneau de 70 km/h, il prend effet au panneau, donc ça veut dire que au panneau, on passe de 50 à 70 km/h. Mais ça ne veut pas dire que précédemment, c'était limité à 70, puisque le panneau prend effet à l'aplomb du panneau et pas avant. Donc la signalisation indique que je quitte une ville où la vitesse était limitée à 70. Non, pas du tout. Question 14. J'accélère? Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, pareil, même système. On voit devant que les feux de stop sont allumés, donc il y a un bouchon, ils sont en train de ralentir. Le véhicule qui est là, il doit nous céder le passage, c'est vrai, c'est nous qui sommes prioritaires. Donc ça, c'est la règle. Après, il faut qu'on voit la situation. Donc devant, ça freine, donc je vais devoir ralentir. Lui arrive au bout de sa piste, donc de sa voie d'accélération. Donc on va lui laisser, on va lui faciliter le passage pour qu'il puisse entrer. Ça sert à rien d'accélérer pour s'arrêter juste après, et c'est même dangereux d'accélérer alors que les véhicules devant freinent. Donc, est-ce que j'accélère? Non, et je laisserai passer mon véhicule tranquillement pour qu'il s'insère, ça s'appelle de la courtoisie. Question 15. Je peux continuer le dépassement de ces deux voitures à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, un dépassement. Donc, on va se dire la même chose que tout à l'heure. Est-ce que la règle m'y autorise et est-ce que la situation me le permet? Donc, 1, la règle. On voit ici qu'on a une ligne qui est continue et de l'autre côté discontinue. Ça s'appelle donc une ligne mixte. Donc, une ligne mixte, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez plusieurs types de lignes. D'accord? C'est du marquage au sol. Donc, vous avez la ligne qui est discontinue, toute simple, que vous avez à gauche. Ensuite, vous avez la ligne qui est continue, qui interdit le dépassement complètement. Et ensuite, on a notre ligne mixte, là au milieu. Ça veut dire que c'est une ligne continue pour ceux qui arrivent en sens inverse, et c'est une ligne continue pour nous qui nous autorise à dépasser. Ensuite, on a les flèches de rabattement, qu'on trouve tous les 50 mètres, il y en a 3, donc sur 150 mètres, ce qui laisse le temps, quand vous faites un dépassement, de savoir si vous avez le temps de le terminer ou de ne pas le terminer. Et puis ensuite, en dernier, là dans les lacets, on a ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc on vous dissuade de dépasser, c'est pas interdit, mais vous ne devez pas dépasser, sauf cas exceptionnel, un véhicule lent, un véhicule arrêté ou une particularité. C'est entre la ligne discontinue et continue. Donc, nous étions, sur une ligne mixte. Donc cette ligne mixte, elle m'autorise le dépassement puisque les pointillés sont de mon côté et pas de l'autre. Ensuite, il faut que j'observe si j'ai une bonne visibilité vers l'avant et que personne n'arrive. Puisque là, on voit, contrairement à tout à l'heure, que sur la ligne de rive de l'autre côté, c'est une ligne discontinue. Donc si c'est une ligne discontinue, ça veut dire qu'il peut y avoir des véhicules qui arrivent en face. Donc là, je vois que ma visibilité est bonne. D'accord, il n'y a pas de véhicule et c'est quand même plutôt long. Pour vous rappeler, alors attendez, bougez pas une minute, je vais vous montrer comment, risque du dépassement. Voilà, on va en parler juste quelques secondes. Donc, le risque du dépassement, la route doit être libre sur la distance nécessaire au dépassement. Là, on a vu que la visibilité était bonne. Ne pas gêner les usagers venant en sens inverse, il n'y en a pas, donc pas de souci. Aucun usager venant de l'arrière est sur le point de nous dépasser. On a contrôlé, il n'y avait personne. Et avoir la possibilité de se rabattre à droite. Donc ça, on l'a. La réserve d'accélération ou une vitesse suffisante pour que le dépassement ne dure pas trop longtemps. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à savoir, puisqu'il faut regarder au loin, et il faut qu'il y ait une différence de kilométrage qui soit de 20. C'est-à-dire que vous devez rouler 20 km/h plus vite que le véhicule devant pour entamer un dépassement. Et en faisant ça, là on a bien vu qu'on était hors agglomération, donc en roulant à 90, il va nous falloir 250 mètres, vous le voyez là, pour pouvoir faire votre dépassement et vous rabattre. Donc sur la photo, on constate que très clairement on a, pas de problème, on a les 250 mètres largement, il n'y a personne qui arrive en face, personne ne nous dépasse, donc on peut faire notre dépassement. Alors ça peut induire en erreur le fait qu'il y ait deux véhicules en même temps, mais c'est deux véhicules qui sont très proches l'un de l'autre et très certainement qui roulent à la même allure. Donc c'est pas gênant, je peux dépasser les deux véhicules en même temps, parce que si je me mettais et je me rabattais entre les deux, il n'y aurait plus la distance de sécurité. Donc c'est pas interdit de dépasser deux véhicules en même temps à partir du moment où toutes les conditions sont réunies, et notamment les conditions de visibilité et de distance pour terminer notre dépassement. Donc, est-ce que je peux continuer le déplacement de ces deux voitures? Oui. Réponse A. Question 16. Je peux rester à cet endroit toute la nuit avec les feux de stationnement allumés? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, allez, facile, pareil. On voit bien là qu'il y a des zébras, donc c'est un arrêt de bus, donc j'ai ni le droit de m'arrêter, ni le droit de stationner, et encore moins d'y rester garé toute la nuit, feu allumé ou pas. Donc B, réponse non. Question 17.
À l'approche d'un embouteillage, je peux faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, alors des fois, Monsieur Code se lâche, il nous prend un peu pour des idiots, mais il faut pas tomber dans le panneau. Donc, on arrive là, dans un tunnel. En plus, on voit bien que les véhicules sont arrêtés parce qu'il y a un embouteillage. On est dans un sens unique, il y a 3 voies. Donc, est-ce que je peux faire demi-tour? Non, certainement pas. Il y a un embouteillage, je suis dedans, bah tant pis. Donc, est-ce que je peux faire demi-tour? Non, ça, facile. Ensuite, est-ce que j'allume mes feux de détresse? Alors, quand on roule en fil discontinu et qu'on arrive à un bouchon avec des véhicules qui sont stationnés, qui sont pas stationnés mais qui sont arrêtés devant, le dernier de la file doit mettre ses feux de détresse pour prévenir celui qui arrive derrière. On voit bien que là, derrière nous, il n'y a personne, donc il va falloir qu'on allume nos feux de détresse pour que celui qui arrive et qui est lancé quand même en pleine vitesse voit rapidement qu'on n'est pas en train de freiner mais qu'on est arrêté, et qui puisse ralentir très fortement pour éviter de nous rentrer dedans. C'est le problème de quand ça roule trop vite derrière et qu'il y a un bouchon qu'on est arrêté. S'il n'y a pas les feux de détresse, celui qui est derrière peut avoir des problèmes pour s'arrêter parce qu'il roule trop vite. Donc c'est une façon de prévenir les autres. Le dernier de la file allume ses feux de détresse et une fois qu'il y aura un véhicule qui sera arrivé derrière nous, on pourra les éteindre et c'est celui qui est derrière qui les allumera. Donc, faire demi-tour, non, réponse D, et allumer les feux de détresse, ça oui, réponse C. Question 18. Je peux circuler sans feu? Réponse A. En feu de position seul? Réponse B. En feu de croisement? Réponse C. En feu de route? Réponse D. Alors, nous voici en agglomération. Donc là, on le voit bien, on est en ville, il y a de l'éclairage. Donc, en agglomération, le soir, on peut rouler, il faut le savoir, c'est une règle. Alors, sans feu, non, jamais. En feu de position seul, oui. En feu de croisement, oui. En feu de route, non. Donc, pourquoi sans feu? Sans feu, même si c'est éclairé et qu'on y voit bien dans la ville, il nous faut des feux, il suffit que vous ayez une voiture noire et vous ne seriez pas assez visible et ça pourrait être dangereux. Donc les feux de position seuls, rappelez-vous, les feux de position sont à l'avant et à l'arrière. C'est comme allumer une petite lumière qui n'éclaire pas, qui ne vous permet pas de voir au loin, mais qui vous permet d'être visible par les autres. Donc là, vous n'avez pas forcément besoin de voir très loin puisque la ville est bien éclairée. Par contre, vous avez besoin d'être visible pour les autres. Ensuite, les feux de croisement. Les feux de croisement, eux, vous permettent de voir beaucoup plus loin. Donc c'est un confort supplémentaire, c'est pas gênant si vous l'avez, même si c'est bien éclairé, vous pouvez quand même rouler avec. Donc soit vous utilisez vos feux de position, vous avez le droit, soit vous pouvez mettre vos feux de croisement, pas de souci. Feux de route, non, pas du tout, les feux de route sont très forts et puissants, vous permettent de voir très loin, ils sont utilisables uniquement hors agglomération, puisqu'ils éblouissent ceux qui arrivent en face. Donc là, en ville, impossible de l'utiliser, ça éblouirait les piétons, les véhicules, et même l'agglomération, ce serait gênant. Donc, B et C. Question 19. Le panneau jaune signale des travaux sur la D928. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une déviation d'autoroute? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, nos panneaux d'information, toujours pareil, qui se lisent du haut vers le bas, donc on est sur la D928, ok. À 68 km, nous serons à Montauban et nous aurons la possibilité de prendre l'autoroute. Et ensuite, on a un panneau à fond jaune. Donc, panneau à fond jaune, qui est un marquage particulier, qui est temporaire.
Donc S9, le S, ça signifie substitution. Ça veut dire que c'est un itinéraire de substitution. Pourquoi? Parce que l'autoroute doit certainement être fermée ou encombrée, donc on vous dit que vous devez suivre un autre itinéraire, le S9, qui est un itinéraire différent, mais qui va vous faire arriver au même endroit. D'accord? Donc si l'autoroute est fermée, ça ne sert à rien de la suivre et de rester bloqué là-bas. On vous donne un itinéraire de substitution qui va vous permettre de suivre la direction que vous voulez, mais par un autre chemin. Donc des travaux sur la D928, non. Et une déviation d'autoroute, oui. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des travaux, ça veut juste dire que l'autoroute est peut-être bouchée ou fermée, et à ce moment-là, il faut prendre un autre itinéraire, une déviation d'autoroute. Voilà. Question 20, la dernière. Question 20. Je peux m'insérer immédiatement dans la voie de gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, hop, c'est parti trop loin. Question 20. Voilà. Alors, est-ce que je peux m'insérer immédiatement dans la voie de gauche? Donc, dans les questions de code, méfiez-vous de immédiatement, dès maintenant. C'est des termes qui sont jamais bons parce qu'on fait jamais les choses rapidement et dans la précipitation en conduite. Donc, il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait. On voit bien que là, on va entrer sur une voie rapide, chaussée à deux voies séparée par un terre-plein central, pas de problème. On est sur une voie d'accélération. Au bout, on devra céder le passage. On analyse la situation. Ensuite, notre marquage au sol, il ne nous permet pas encore d'entrer, puisqu'il y a encore la ligne continue, et que nous pourrons entrer qu'à partir du moment où on aura la ligne discontinue. En plus de ça, on voit quoi? On voit que derrière, lui, il est plutôt pressé, il a déjà commencé à se rabattre sur la gauche, donc c'est certainement pas le moment de m'insérer immédiatement. Je vais utiliser ma voie d'accélération tranquillement, bien observer ce qui se passe dans la voie d'à côté, et m'insérer en toute sécurité. On ne fait jamais rien dans la précipitation, car ça peut être dangereux. Donc, est-ce que je peux m'insérer immédiatement dans la voie de gauche? Non, réponse B. Voilà, j'espère que vous n'avez pas fait trop de fautes. En tout cas, vous avez, j'espère, réussi à vous améliorer. Voilà, c'était un test de 20 questions en examen blanc. On va en refaire un autre, on va vous les publier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le reste des informations. Et puis, je vous dis à bientôt en vidéo et pour le code. Salut!